l'humour, ça permet de transmettre des messages beaucoup plus facilement. Hey, on est avec Lucas Drapier, donc voilà, je vais lui poser plein de questions sur le stand-up. Mais c'est à moi de le faire. Donc on est avec Lucas Drapier, je vais lui poser plein de questions sur le stand-up. On est bon, c'était mieux dans l'autre sens. Salut, je m'appelle Lucas Drapier, je suis stand-upper, je vis à Marseille et j'ai 34 ans. Bon, il faut donner un CV, comme je disais dans un entretien d'embauche. C'est très bizarre. Alors du coup, tu fais du stand-up. Ouais. Vas-y, raconte comment t'en es venu là et qu'est-ce qui fait que t'as voulu faire du stand-up en fait. Je pense que j'ai toujours voulu faire de la scène globalement, être en représentation. Je pense qu'après il y a un truc un peu sous-jacent, sans faire de psycho de comptoir, on a envie d'avoir de l'attention sur nous, tu vois, comme tous les gens qui font de la scène globalement. Je me souviens que petit, je faisais plein de, comme souvent quand on est gamin, mais plein de spectacles en permanence. Mes grands-parents, ils avaient une piscine quand ils l'ont faite, avant de la remplir et tout, je m'en servais comme scène, et les escaliers dans la piscine, ça leur servait d'estrade pour me regarder. Je voulais faire des spectacles qui n'avaient ni queue ni tête, mais voilà. Toujours eu ce genre de truc-là, d'attirance pour la scène globalement. Je l'ai beaucoup répété, mais globalement c'est ça. Et après, pourquoi le stand-up déjà, je trouvais ça impressionnant, l'idée d'être seul sur scène, plutôt qu'en équipe. Même si après j'ai fait beaucoup de théâtre d'impro, etc. et du théâtre classique aussi, et là on faisait ça en équipe. Mais là aussi c'est de la psycho de comptoir, mais je pense que le fait d'avoir grandi en tant qu'enfant unique, que je faisais mes propres histoires, que je me racontais mes propres trucs, etc. J'avais pas forcément grand monde à qui le raconter, vu que c'est pas un truc que je partageais sur le moment, quoi. Je faisais ça tout seul. Je pense qu'il y a aussi le fait de plus se connecter à quelqu'un qui est seul sur scène que quelqu'un qui est en groupe, potentiellement. Et de plus facilement imaginer ce que c'est de dire bon, je vais écrire des blagues dans mon coin, faire des trucs dans mon coin pour ensuite les présenter aux autres et tout, parce que c'est déjà ce qu'on fait quand on est tout seul gamin. Ça, c'est que des suppositions. Mais moi, dans mes ressentis perso, même si les gens qui m'ont donné envie de faire de la scène, il y avait aussi beaucoup de troupes d'humoristes, les Inconnus ou les Robins des Bois à l'époque, qui du coup étaient des groupes d'humoristes ensemble. Mais le moment où je me suis dit ah ouais, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'être comme ce gars-là, c'était Gad Elmaleh avec La vie normale. Donc le spectacle où il y avait Chouchou, la chanson Petit oiseau si tu n'as pas d'aile, etc., etc. Ah, tu peux pas voler. Exactement, ça. Et là, vraiment, quand j'ai eu ce spectacle-là, vraiment, ça a fait un gros déclic dans mon cerveau. J'ai dit, je veux être cette personne-là, quoi. J'ai envie de faire ça, vraiment. Et même si moi, j'avais pas envie de me déguiser et tout, mais justement, ce qui me plaisait, c'était les moments où, justement, il n'avait pas de costume, pas de déguisement, où il avait l'air de s'adresser directement au public. Les moments aussi, parfois, d'intersketch, où il discutait directement, il faisait des blagues et tout. Ça, je trouvais ça vraiment cool. Et après, à partir de là, il y a évidemment l'arrivée du Jamel Comedy Club à la télé qui encore plus confirmait ça, parce que ça permettait de mettre des mots sur le stand-up. Genre, ah, ça c'est le stand-up, ok, d'accord. Enfin, ce que je voulais faire, ça avait un nom et ça s'appelle le stand-up, quoi. C'était un peu ça l'idée. La question que je me posais, c'est comment t'en arrives à faire du stand-up en fait? Comment tu sautes le pas? Est-ce que d'abord tu passes par du théâtre? Est-ce que tu disais que tu avais fait de l'impro, etc. Ouais. Comment t'en es arrivé du coup à sauter ce pas? À franchir le cap, à y aller vraiment. Bon, en étant à Aix, etc., je savais pas trop où faire des scènes ouvertes, etc. Je connaissais pas justement tout le cheminement de trouver des bars où il y a des open mic, où tu vas faire des blagues, etc. Je connaissais pas encore tout ça. Et lorsque j'étais en école de commerce à Strasbourg, je connaissais personne, du coup je me suis rapproché des différentes associations, etc., notamment artistiques, pour rencontrer des gens, faire des activités, histoire de ne pas m'ennuyer là-bas. Et on avait théâtre classique, théâtre d'impro, et aussi de la radio. Et en fait, un soir, il y avait ce qu'on appelle la soirée talent à Strasbourg, enfin dans l'école de Strasbourg où j'étais, où en gros, soit les différentes assos ou ateliers présentaient du coup un petit spectacle. Donc soit tu avais ceux qui faisaient de la danse qui présentaient un petit peu de danse, tu vois, de leur asso. Et en même temps, tu avais ceux qui pouvaient venir avec une proposition artistique libre. Okay. Et j'ai proposé un truc en disant voilà, eux ils savaient que j'avais envie de faire du stand-up depuis longtemps, c'était potentiellement l'occasion. J'ai passé le casting en jouant un truc. On a dit ok, le gars il a un truc prêt, tout ça, on peut lui donner sa chance de faire ça, et on m'a filé 7 minutes.
Et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait la première fois. Et c'était quoi ton ressenti, si tu t'en souviens, ce que tu as pensé ou lors de ta première scène justement? Bah, j'étais stressé évidemment, évidemment, parce que c'est la première fois que je présentais des blagues à des gens. En fait, le truc qu'il y a de... Parce que pour le coup, j'avais déjà fait plusieurs scènes avant dans la même année, en tout cas avec l'impro, un petit peu de classique, mais beaucoup, beaucoup l'impro. Mais ça faisait beaucoup moins peur parce que on est en équipe, on sait que s'il y a un souci, on peut compter sur les autres, etc. etc. Et quand tu fais du stand-up ou même du one, là au final, ce que je faisais, c'est plus proche du one-man show que du stand-up. On va pas aller trop dans les détails non plus, ce serait trop compliqué. Mais c'est que peu importe, tu présentes un peu ton bébé, quoi, tu vois. C'est ton texte à toi, tes blagues à toi. C'est un peu comme quand un chanteur ou une musicienne qui fait que des covers, tu vois, pendant un temps, et qui un jour présente son propre texte, quoi, tu vois. Et là, d'un coup, c'est pas... T'as l'impression de mettre une partie de toi, tu sais, vraiment à nu, et t'as ce truc, en fait, un peu nul, mais dont on se détache avec le temps, heureusement, avec l'expérience, mais... quand les gens jugent tes blagues, t'as l'impression qu'ils te jugent toi. Ouais. Ça, c'est compliqué. Donc quand tu viens avec ça, t'as ce stress en plus, tu vois, de putain, j'ai proposé un truc que j'ai fait moi-même et potentiellement c'est de la merde, quoi, tu vois. Donc ça fait un peu peur. En fait, c'était moins stressant à l'époque, quand j'ai fait ça pour la première fois étrangement, que lorsque vraiment je me suis mis au stand-up pour de vrai à partir de 2019 et où là je me confrontais vraiment au public. Là, c'était un peu plus comme... une expérience où je jouais au stand-upper, je jouais à l'humoriste. Parce que c'était faire une seule représentation dans l'année, tu vois. T'as zéro risque quelque part. C'est comme les kermesses de fin d'année d'école, tu vois. C'était le même principe, c'est-à-dire que tu t'entraînes devant personne, tu répètes devant personne, et juste tu fais ça à la fin. Donc les gens, ils ont... Pas d'attente. Non, et puis ils ont... Comment dire, ils peuvent rien faire à part se le prendre dans la tête, et puis voilà, tu vois. Ils peuvent pas émettre de jugement en te disant... entraîne-toi et ce sera mieux la prochaine fois ou j'en sais rien, c'est juste on se prend dans la tête, on nous a proposé ça, ok, tu vois, et donc on attend, on va voir ce qui se passe. Mais t'as un peu un côté moins stressant qui est qu'une fois que c'est terminé, c'est vraiment terminé. Alors que quand tu te mets vraiment à faire du stand-up pour de vrai, etc., t'as le côté tu es là avec d'autres stand-uppers. Là j'étais le seul humoriste, donc en vrai il n'y a pas de jugement d'autres professionnels de l'humour, tu vois. Comparaison aussi. Pas de comparaison. Pas de jugement d'humoriste, donc des gens que tu peux potentiellement respecter, tu vois, et dont tu as envie d'avoir l'approbation aussi. Là, non, c'est juste... je propose ça, voilà. C'était rigolo, c'était fun. Et je pense que n'importe qui, moi pour le coup c'était la première, donc quelque part c'est le même niveau, mais c'est comme si vraiment n'importe qui faisait ça juste une fois pour rigoler, tu vois. Tu penses que n'importe qui peut faire du stand-up ? Ouais. En vrai, ouais. Non, souvent, comme tous les trucs artistiques, souvent on nous met des barrières en disant il faut être comme ça, il faut être comme ça, nanana. Évidemment qu'il y a des prérequis qui vont te faciliter la tâche. Ça, c'est évident. Si tu es ultra timide, que tu as hyper peur sur scène et tout, c'est sûr que ça va être plus dur que quelqu'un qui est méga à l'aise et qui a jamais honte de quoi que ce soit, tu vois. Ça, c'est sûr. Mais après, tout le reste, c'est que du travail. Donc en vrai, tout le monde peut. C'est-à-dire que même pour être drôle, en vrai, il y a plein de règles, quoi. Parfois, c'est même comme des maths, et c'est absolument flippant à quel point ça marche, quoi, mais tu suis des règles et tu te rends compte que ça fonctionne. Donc n'importe qui peut le faire. Après, ce qui fera que les gens vont continuer ou pas, ça c'est d'autres critères, c'est d'autres choses. C'est de l'abnégation, c'est avoir de l'endurance, c'est aimer vraiment ça aussi, être vraiment passionné, parce que si t'es pas passionné et que tu vois à quel point c'est long avant de pouvoir en vivre ou de pouvoir percer, comme on dit, si t'es pas passionné par ça, t'arrêtes au bout d'un mois, quoi, parce que c'est fatigant. Et puis aussi, faut accepter et critiquer les retours. Comme je t'ai dit, il y a le côté égo et tout. Si t'apprends pas à le ranger très vite et que t'as un égo vraiment surdimensionné, le stand-up, ça fait mal au cul, quoi. C'est très vulgaire, mais en vrai, ça fait vraiment mal, quoi. C'est que t'as l'impression d'être jugé constamment. Donc si t'aimes pas ça, faut pas en faire.
Et tu parlais du coup du fait que c'était long avant d'en vivre, etc. Parce que il y a énormément de personnes qui en font. Du coup, comment ça se passe si tu te projettes et que tu te dis, voilà, moi je veux en faire mon métier, je veux n'avoir que ça comme source de revenus. Qu'est-ce que tu peux mettre en œuvre en fait pour te lancer et espérer que ça devienne ton métier? En vrai, tu veux pas te lancer en disant demain je vais en vivre et du coup tout abandonner comme ça, c'est impossible. Il n'y en a aucun qui le fait, vraiment. Et dans mon entourage proche, dans les gens qui sont en train de percer ou pas, ils ont tous fait des boulots en même temps à côté, t'as pas le choix. Quand tu es quelqu'un qui vient pas du milieu artistique comme moi par exemple, tu vois, où là je fais en sorte de bosser à côté, faire le stand-up et essayer un jour, si je peux, de bifurquer pour que ce soit ça à temps plein. Mais sinon, quand tu viens du milieu artistique, en général, tu peux bénéficier, si tu l'as fait, de l'intermittence. Dans ce cas, tu accumules les cachets, tu accumules les heures sur d'autres projets artistiques qui te permettent de t'investir à fond là-dedans si tu as réussi à avoir l'intermittence pour ton année. Quoi, tu vois. Ça, c'est le seul moyen. Sinon, après, il faut taffer. Quoi. Ou alors, tu as le chômage et tu te dis, ok, pendant le chômage, je vais essayer de consacrer ma vie qu'à ça et tu peux espérer, au moins, comment dire, essayer de te créer pendant, je sais pas, si tu as 2 ans de chômage, pendant 2 ans, tu acceptes de faire que ça, et même si tu dois reprendre un peu le boulot après, tu te seras créé une base, tu vois, solide de réseau, de réputation, d'entraînement aussi, de niveau, peut-être tu auras créé tes plateaux aussi à toi, etc., qui vont te permettre de t'entraîner, d'avoir une petite notoriété dans le milieu parce que les gens voudront venir chez toi parce que tout le monde a faim de plateau, donc on est toujours à l'affût du nouveau plateau qui ouvre, etc., pour aller jouer. Et aussi, ça t'apporte une petite source de revenus vu que ça te fait un chapeau aussi régulier selon la régularité de ton plateau, mais selon la fréquence. Mais ouais, il faut absolument bosser à côté, quoi. T'as pas le choix. Tu vois, par exemple, en étant à Paris, il y a la plupart des endroits où je jouais, vu mon niveau, c'était souvent des petits plateaux dans des bars, et surtout quand tu débutes. Et les chapeaux, c'est, je sais pas, tu vas te faire 5 euros par personne, tu vois, quand tu joues. Tu repars, tu vois, t'as joué, tu repars avec 5 euros, ça te fait pas vivre. Et surtout quand tu débutes, potentiellement, t'as juste un plateau comme ça par semaine, tu vois. Parce que tout le monde va pas venir te chercher au début. Et potentiellement, tu demanderas à jouer, mais il y aura des listes d'attente parce que justement, il y a beaucoup de stand-uppers et du coup, peut-être qu'on se dira, ok, la prochaine fois, c'est dans 2 semaines. Et du coup, tu parles de Paris par rapport au chapeau, etc. Après, il faudra qu'on définisse ce que c'est chapeau et plateau, parce que je pense que tout le monde ne sait pas. Okay. Mais par exemple, là, en étant à Marseille, est-ce que tu penses que le fait d'être dans une ville qui n'est pas comme Paris, où il y a beaucoup de plateaux, beaucoup de stand-uppers, etc., et que, en fait, la démultiplication des plateaux font que des fois les chapeaux sont moins importants. Est-ce que tu penses qu'à Marseille, le fait qu'il y en ait moins, pour l'instant, ça augmente la taille du chapeau, par exemple? Je pense, mais je pense que c'est dû aussi à d'autres facteurs. Paris, c'est une ville très chère, une ville où tu dois consommer en permanence, une ville aussi où tu as des propositions culturelles gigantesques, parce que là on parle que du stand-up, mais en vrai, dans la vie culturelle des gens, tu vas avoir les musées, tu vas avoir le théâtre, d'autres sorties, etc., d'autres spectacles. Donc potentiellement, les gens, ils vont pas voir que du stand-up de toute façon. Ils vont faire autre chose dans leur semaine. Et peut-être que même dans la soirée, tu es juste leur entrée, tu vois, t'es même pas leur sortie principale, quoi. Mais en plus de ça, tu as la concurrence des plateaux qui vont être plus cotés que d'autres, du coup, où les gens vont préférer aller, parce qu'ils ont bonne réputation, parce qu'il y a une bonne ambiance, ou parce qu'il y a des stand-uppers un peu plus stars qui viennent. Mais en plus de ça, tu as aussi des spectacles. Donc des fois, les gens ils vont dire, moi je veux voir 1 heure d'un humoriste connu que j'ai vu sur YouTube ou que j'ai écouté sur France Inter ou autre, et là ils peuvent les voir en vrai en spectacle. En arrivant à Marseille, sans dénigrer le niveau du tout, parce qu'il y a des stand-uppers vraiment très très bons, ça c'est indéniable, il y a globalement dans la ville moins de propositions artistiques.
Donc les gens ont moins à consommer toute leur semaine pour faire des trucs. La vie est aussi moins chère à Marseille qu'à Paris. Et du coup, quand les gens sortent, c'est une vraie sortie, quoi. Donc ils vont être plus à l'aise pour dépenser et mettre leur argent qu'ils avaient prévu pour la sortie. Donc il y a cette générosité-là, et en effet, comme il y a moins de plateaux, du coup, il y a moins de propositions, donc les gens s'éparpillent moins, et donc oui, ils mettent ce qu'il y a à mettre. Voilà. Par exemple, un des plus gros chapeaux que je me suis fait, c'était pas à Paris où les salaires sont beaucoup plus élevés, c'était à Beauvais, quoi. Alors qu'on s'imagine pas qu'à Beauvais, les gens vont mettre de l'argent là-dedans. Mais on avait dû se faire, je pense, 80 € par personne. Quand même. C'était assez énorme. Très très cool parce que tout le monde était venu pour la première de ce plateau-là à Beauvais. Et parce qu'ils n'ont pas de proposition artistique. Et je discutais en fait avec des gens du public qui étaient venus nous voir, etc. Donc pour nous féliciter, pour nous parler, pour demander, nous poser plein de questions, comme tu es en train de faire, tu vois, sur ce métier-là. Et qui nous disaient c'est trop cool parce que vraiment à Beauvais il n'y a rien, il se passe rien, et du coup le moindre truc on est content, quoi. Qu'est-ce que c'est un plateau? Faisons un petit lexique. Un chapeau, on va faire un lexique, s'il vous plaît. Ok, alors un plateau d'humoristes, c'est tout simplement une soirée où tu vas avoir plusieurs humoristes. Okay. Voilà. C'est pas un spectacle, donc c'est pas quelqu'un qui va présenter 1 heure, ou un spectacle, ce qu'on appelle des 30-30, ou facile à comprendre, chacun fait 30 minutes. Un plateau, c'est tu as plusieurs humoristes. Voilà. Ça peut aller de 5 minutes chacun, à 10 minutes chacun, à parfois un quart d'heure, parfois même 3 minutes. Hein. Il y a le plateau open mic où tu as 16 personnes et c'est 3 minutes chacun et ça déroule et c'est l'usine et voilà. Un plateau, c'est ça. Et un open mic du coup? Un open mic, c'est juste une soirée destinée à... comment dire? En général gratuit. Un plateau peut être payant souvent. Un open mic, ça va être généralement gratuit. Et c'est un endroit où les gens viennent tester. Donc soit des gens qui font déjà ça et qui testent des blagues pour la première fois, qui viennent les essayer, avant justement d'aller sur des plateaux payants où tu es censé présenter au public quelque chose de plus travaillé, tu vois, de plus abouti. Ou alors d'aller dans des comedy clubs, donc des endroits vraiment professionnels où du coup tu dois arriver à quelque chose de qualité en théorie. Un open mic, le public il sait qu'il vient voir des gens qui viennent essayer. Donc ils payent rien, ils prennent une conso en général et juste ils vont voir des gens tester des blagues pour la première fois. Et un chapeau. Et chapeau, c'est ce que le public met à la fin pour nous soutenir financièrement. Donc ce qu'ils veulent en général, hein. De toute façon on ne peut pas imposer quoi que ce soit. Donc, et là chacun y va de ses phrases pour convaincre le public de donner évidemment le plus possible, d'être le plus généreux, parce qu'on essaie justement de faire comprendre au public que c'est comme ça que l'on vit, quoi, lorsque l'on fait ça. Et voilà. Donc c'est de l'argent liquide qu'on se répartit après sur les open mic ou sur les plateaux, selon le nombre de personnes, en comptant parfois la régie, en comptant aussi les organisateurs, photographes SIA, etc. Moi, la question que je me posais, c'est qu'est-ce que toi, tu as envie de partager à travers le stand-up? Et quels sont les messages que tu as envie de faire passer? Moi, je sais que lorsque j'ai commencé le stand-up, j'essayais presque, surtout, plus d'être intéressant que drôle en premier lieu. En cas d'autres gens qui veulent juste genre faire rire et basta, et ils vont juste trouver le moyen de faire rire le plus facilement, de trouver la meilleure blague. Moi, le truc dont j'avais besoin, en tout cas quand j'étais sur scène, c'était que les gens me trouvent intéressant et qu'ils rigolent en second plan. Donc ouais, après niveau message, c'est plus compliqué. Je dirais quelque chose qui est assez répandu aussi chez d'autres stand-uppers. Je suis pas le seul, mais que globalement, moi, j'ai toujours eu cette impression-là que la vie n'avait absolument aucun sens. C'est ça que j'essaye de montrer via mes différents sujets dans les blagues que je fais en gros. Question qui me paraît hyper importante, c'est comment tu gères les moments où tu fais un bide sur scène? Ah bah ça m'est arrivé pendant 10 minutes hier soir. Comment je gère pendant ou après? Les deux. Les deux. Et qu'est-ce que c'est un bide pour toi aussi, hein, d'ailleurs? Ouais. C'est vrai qu'en plus le bide aussi
il peut changer en fonction des personnes, on n'a pas les mêmes perceptions, les mêmes objectifs. Là, certains vont avoir l'impression d'avoir bidé à fond parce qu'il y a un endroit vraiment où ils voulaient que ça marche et ça n'a pas marché alors que tout le reste a marché. Mais ils disent du coup qu'ils ont bidé à cause de ça. Bider, globalement, on considère que c'est un passage qui n'a pas fonctionné. Donc, sachant qu'on fait du stand-up, on doit faire rire. Et si personne rigole, c'est qu'on a bidé. Est-ce que ce qui s'est passé hier pendant 10 minutes pour moi? Tout à fait. Pourquoi? Globalement, c'est qu'il y avait beaucoup d'enfants et que la plupart de mes blagues n'étaient vraiment pas faites pour les enfants. Pas d'un point de vue vulgarité ou quoi, j'avais rien qui pouvait en théorie mettre mal à l'aise les parents et tout. Mais c'est juste que les blagues étaient trop compliquées pour les enfants, globalement. Faire des blagues sur Picasso et sur Poutine, quand t'as 12 ans, c'est pas sûr que tu chopes le truc. Mais non, disons que pour gérer le bide, je dirais même il y a aussi le côté avant. Le avant, c'est avec l'entraînement. C'est-à-dire qu'à force d'en vivre, eh ben tu arrives à mieux le gérer. Donc, ne plus être déstabilisé. Par exemple, souvent, quand on écrit des blagues, c'est souvent le problème lorsqu'on débute, c'est qu'on se dit « Ok, j'écris ça, machin, je dis ça, et normalement, telle blague, c'est sûr qu'ils vont rire. » Et après, tu passes à autre chose. Et quand ça n'arrive pas, et ben en fait, ça te déstabilise parce que tu avais prévu dans ta tête qu'à ce moment-là, ils allaient rire. Et ça, c'est le truc avec lequel il faut absolument rompre, quoi. Genre se dire juste, on raconte ça, on voit ce qui se passe, et si ça fonctionne, c'est cool, machin, on le garde à l'esprit. Ça fonctionne pas, ben tant pis, je travaillerai après, mais il faut surtout pas que ça nous déstabilise sur scène, parce que c'est le meilleur moyen déjà pour que le public soit plus avec toi. Parce qu'ils vont comprendre que tu es stressé, ils vont voir que tu as peur, et forcément, après, ils vont craindre la suite et être dans l'attente ou l'analyse. Et parce que du coup, ça crée un froid global, quoi, entre toi qui montre que tu n'es pas à l'aise, eux, ils sont plus à l'aise, et du coup, après, c'est juste, vivement que ce soit terminé, quoi. C'est souvent ça le problème des bides. Donc le gérer en fait dans l'instant, c'est une fois que tu as fait ta petite carapace, que tu es hermétique à ça, que tu n'as plus d'ego. En fait, c'est surtout ça qu'il faut faire, faut tuer l'ego tout simplement. Et ben juste tu continues. C'est-à-dire que tu continues tes blagues, tu dis ok, ils ont pas ri à ça, c'est pas grave, tu continues, tu dis ce que tu as à dire, etc. Il faut surtout pas que tu arrêtes et tout. Sauf que le problème aussi, c'est qu'à cause du stress, souvent tu risques d'oublier les blagues suivantes parce que tu es déstabilisé par ça et ça rend tout très, très compliqué. Et le gérer après, écoute, pour donner un exemple, hier c'est mal passé pendant 10 minutes. J'ai réussi à les avoir sur la fin un petit peu. Je suis sorti en me disant c'était pas ouf, mais c'est pas grave, quoi. C'est le jeu. Après, t'analyses. Par exemple, là, si je bide parce que j'ai fait un set que les enfants pouvaient pas comprendre, alors que majoritairement le public c'était des enfants, c'est pas ma faute en soi. C'est juste qu'on n'était pas fait pour se rencontrer. Si le bide il vient parce que par exemple t'as fait que d'oublier ton texte parce que t'as pas assez répété, etc. Moi ça peut être le genre de bide que je vais vivre extrêmement mal parce qu'ils seront de ma faute. Genre c'est moi qui aurais causé ce bide là, quoi. Et donc à partir de là c'est se réécouter parce qu'en théorie t'es censé t'enregistrer en permanence, te réécouter. Essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, refaire la blague aussi, parce que ça aussi c'est des règles qu'il faut faire, mais c'est que quand tu écris une blague, il faut la jouer devant plusieurs publics différents, plusieurs fois d'affilée, pour qu'après ça te donne une moyenne de ok ça marche tout le temps, ou ça marche jamais, ou ça marche un peu, et dans ce cas là je peux l'améliorer, quoi. Mais le but c'est pour bien vivre les bides après, c'est surtout travailler une fois que tu en as fait un pour comprendre pourquoi il y a ce bide, pour pas le reproduire. Alors, j'ai une question hyper importante, d'accord? Qui te fait rire de façon générale? Enfin, je veux dire, à part moi, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement drôle. Voilà, je me fais rire moi-même beaucoup. Mais indépendamment de moi, qui est-ce qui te fait rire? Là, tu me fais beaucoup rire, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut pas dire
Tu vois, voilà, je suis quelqu'un de très drôle, tu vois, peut-être des fois à l'insu de mon savoir, j'aime beaucoup cette phrase qui n'est pas française. Bref, qui te fait rire. En francophonie, Yacine Bellous Mhm. et Marina Rollman, pour le coup. Vraiment énormément. Dedo aussi. Dedo et Yacine ensemble. Quand ils sont tous les deux, ils me font vraiment beaucoup plus rire. C'est vraiment, ça me fait beaucoup rire. Sinon, après, en US, par exemple, Marc Maron, Sarah Silverman, c'est des gens qui me font beaucoup rire. Neil Brennan aussi. C'est vraiment des humoristes incroyables. Ok. Ken Kojandi aussi, dans le même genre, il est très très technique comme humoriste. Et c'est forcément impressionnant. Donc en plus de te faire rire, c'est impressionnant de voir les mécanismes, tu vois, qui sont employés pour y arriver. Après, t'en as d'autres, ça va être les sujets, tu vois, que ce soit Sarah Silverman ou Marina Rollman. C'est plus en termes de sujets, la manière de faire des blagues sur ces sujets-là, tu vois, qui va vraiment m'impressionner et me toucher. Et il y en a d'autres, c'est plus leur univers, quoi, tu vois. Okay. Et leur manière d'être et leur personnalité, tu vois. Et là, ça va plus être Yacine ou Marc Maron ou Dedo, où là, c'est plus... ils me font vraiment apprécier leur personnalité, tu vois. Et c'est leur personnalité qui me fait rire, en plus de leurs blagues et de leur manière d'aborder certains sujets, tu vois. C'est vraiment la personnalité en elle-même. Tu parles de sujets, toi dans tes propositions, dans le stand-up, tu vas parler un peu de la vision qu'on a des religions, enfin d'une des religions en particulier, ce que je trouve assez drôle, et aussi de maladies. Pourquoi c'est important pour toi de parler de ces sujets? Après, en fait, pour la première partie religion, notamment avec le bouddhisme, j'ai un sketch sur ça, c'est pas... Très drôle. Très drôle. Merci. Donc du coup, on va faire un sondage, ok, par applaudissement. Qui pense que le bouddhisme est une religion? Ok. Et par applaudissement toujours, qui pense que ce n'est pas une religion? Ok. Eh bien, quelqu'un a tranché pour nous, messieurs, dames, Maison du Monde. C'est pas l'envie de parler de religion. En soi, ce serait ça ou autre chose, c'est pareil, je m'en fous en fait. C'est juste que j'avais constaté par rapport au fait que je m'étais renseigné sur le bouddhisme à un moment de ma vie où j'ai fait une dépression pendant un moment. Et un des trucs qui m'aidait à me détendre, à me soigner, c'était de lire de la philo, tu vois, beaucoup de lire de la philo pour m'élever spirituellement, intellectuellement, ça me plaisait beaucoup. Et disons que méga sûr, entre guillemets, en philo, c'est les stoïciens, Schopenhauer et en fait la philosophie de la religion bouddhiste s'en rapproche beaucoup. Mais juste voilà, ce que j'ai constaté, c'est que pour ce truc-là, c'est tout le truc de mon sketch, c'est pour beaucoup de gens c'est une religion. On voit dans beaucoup de pays, voilà, on a fait des statues énormes, Bouddha, le Bouddha il peut être vénéré dans plein d'endroits, des gens peuvent avoir des statuettes de Bouddha chez eux, mais en tant que vraiment, de la même manière que des chrétiens pourraient avoir des crucifix chez eux ou avec Jésus ou non dessus d'ailleurs, comme voilà, une marque de on fait partie de telle religion et on la respecte, etc. Mais qu'en même temps, tu vas avoir des gens qui vont avoir des trucs de Bouddha chez eux alors qu'ils sont pas du tout bouddhistes, et c'est ça que je trouvais bizarre, quoi. En fait, c'est juste quelque chose que j'ai constaté qui n'avait aucun sens et que j'ai voulu relever via la blague. Ouais. Mais surtout pour montrer aussi que ça pouvait être considéré comme un manque de respect auquel personne ne faisait attention. Parce que tout le monde s'en fout. Pour la maladie, comme je suis hémophile, du coup je parle d'hémophilie, à la fois parce que, pareil, je trouve que ça, on peut y trouver des choses qui n'ont absolument aucun sens et ça me fait rire, donc j'ai envie de partager ce qui me fait rire aux autres, tout simplement. Mais aussi, ça je l'ai constaté plus tard, c'est qu'il y a deux trucs. La première, c'est que faire rire pour beaucoup de gens, et donc pour moi, c'est ce qui m'a permis aussi de faire en sorte que les moments compliqués passent plus facilement.
via l'autodérision, le fait de rire de soi, le fait de rire des problèmes, etc. Ça aide à ce qu'ils soient plus... à les prendre avec plus de légèreté. Donc j'avais ça. Et l'autre truc qu'il y a aussi, c'est que j'ai toujours été intéressé par la vulgarisation, globalement. Donc soit la vulgarisation scientifique, par exemple. Et donc le fait de rendre des sujets qui ne sont pas forcément abordables, justement abordables, et pouvoir en discuter avec les autres, etc. Et on peut voir parfois des gens qui font des blagues sur des maladies, sans jamais les connaître vraiment, sans jamais les avoir vécues, etc. Et je me suis dit, vu que c'est quelque chose que je faisais parfois sur les réseaux, qui était de parler de moi sur, par exemple, des changements de traitement, des trucs comme ça, soit pour discuter avec en parler à mes amis, de manière générale, plutôt que d'en parler un par un, du coup je faisais des petites stories rigolotes sur Instagram pour parler de ça, soit pour justement apporter de la connaissance sur la maladie à ceux qui ne la connaissent pas, en disant tiens, là il se passe ça, c'est l'occasion de donner des infos à des gens qui me suivent et qui ne connaissent pas forcément bien le sujet. Là, c'est la partie vulgarisation. Mais en plus de ça, je trouve qu'il y a un côté qui est important, du coup que j'ai découvert sur le tard, mais c'est tout le côté cathartique, en fait. De voir quelqu'un qui fait des blagues sur une maladie que l'on a, et quand nous, on n'est pas capable de faire ces blagues-là. Je vais donner un exemple. Quand je faisais toutes mes stories sur Insta pour parler à un moment de mon médicament et tout, du changement, il y avait un hémophile qui m'avait dit, qui m'avait envoyé en story, merci beaucoup de nous raconter de cette manière-là, ça fait du bien, c'est cool, moi ça fait, je crois qu'il avait plus de 45 ans, j'ai encore du mal à parler d'hémophilie avec des gens, et en plus de ça il me parlait d'autres maladies qu'il avait en plus, qui étaient beaucoup plus graves que l'hémophilie, mais il me disait que ce que je faisais sur les réseaux en parlant de ça lui faisait du bien. Et ça, c'est tout le côté cathartique aussi de l'art, en fait. Et qui est génial. C'est-à-dire que tu as des gens qui peuvent vivre des situations extrêmement complexes, qui du coup soit n'ont pas les capacités, soit on n'a pas la personnalité pour ça, soit ont du mal à le faire par rapport à une certaine pudeur ou autre chose. Ils vont voir quelqu'un qui fait des blagues sur leur vie, et ça va leur faire du bien. Via l'hémophilie, je peux à la fois m'adresser aux hémophiles directement, ça c'est évident, mais aussi via certaines blagues et certains vécus qui peuvent être identiques, parler à des gens qui ont des maladies chroniques en fait. Parce que globalement, c'est une maladie chronique aussi, et du coup, sur ça, on peut tous se retrouver également. Via d'autres humoristes, j'ai appris plein de choses aussi sur ce que c'est par exemple d'être noir en France, d'être gay aussi, ce que c'était la vie quotidienne, que ce soit dans les aspects négatifs comme positifs, et ça permettait de mieux me rapprocher de ces personnes-là et de ces communautés-là via l'humour. Parce que c'est ça aussi qui est cool, c'est que l'humour, ça permet de transmettre des messages beaucoup plus facilement. Une de mes dernières questions, c'est quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui débutent dans le stand-up ou qui ont envie de se lancer dans le stand-up? Voilà, vraiment, toi, ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de commencer ou que même tu constates aujourd'hui. Le conseil que je pourrais donner, déjà, peu importe ce qu'on te dit, continuez, de toute façon. Si tu bides, c'est juste normal, donc continue encore. Jusqu'à ce que t'en aies marre, en fait, de faire du stand-up, mais il faut continuer, faut pas s'arrêter, si c'est ça qui te plaît. Ne te fie jamais à tous les gens qui vont te dire le stand-up c'est comme ça, parce que t'en auras tout le temps qui vont te dire ça c'est stand-up, là il n'y a pas assez de rire toutes les temps de minutes, toutes les temps de secondes, tous les malins, là tu parles trop comme ça, là tu fais trop ceci, c'est pas... Non, il y a autant de stand-up que de stand-uppers, donc tant que le public est avec toi et qu'il rigole à ce que tu dis et qu'ils sont intéressés, c'est que tu fais ce qu'il faut. Donc n'écoute pas ceux qui vont te dire voilà. L'autre truc, c'est un travail d'équipe. Ça c'est important. Le stand-up, on dirait pas comme ça, mais c'est un travail d'équipe. T'es tout seul sur scène, mais en vrai en coulisses, t'es tout le temps avec des gens en permanence. Le conseil que je pourrais donner, c'est trouve-toi un groupe de potes avec lequel écrire, avec lequel échanger, c'est extrêmement important. Parce que c'est compliqué évidemment en amont d'arriver, de dire tiens je vais faire telle blague et boum je vais les balancer. Si tu veux être sûr de t'adresser au plus grand nombre, d'être compris et d'avoir même plus d'assurance pour toi,
et un groupe avec lequel échanger sur les idées, avec lequel discuter, avec qui tu peux brainstormer en fait, tout simplement, et surtout qui va te permettre de dire est-ce que c'est assez drôle, est-ce que tout est compréhensible dans ce que tu racontes. Ça tu peux le savoir qu'en discutant avec d'autres humoristes et avec d'autres personnes en fait, tout simplement. Donc ça c'est un truc important. Et aussi trouve des gens qui te trouvent drôle. C'est con mais c'est ultra important d'être entouré d'autres humoristes et de potes artistes qui te trouvent marrant et qui te soutiennent dans ton humour et dans ce que tu fais. Parce que tu perdras confiance extrêmement facilement si t'es tout seul. Ça c'est sûr et certain. À part si t'as un ego titanesque qui est imbrisable, mais en vrai tu peux perdre confiance très très vite dans ce milieu. Donc vraiment bien s'entourer de gens qui te croient marrant, de gens qui te croient en toi et qui vont te forcer à persévérer tant que toi tu en auras envie. Ne lésine pas sur l'écriture, évidemment. Ça c'est si tu veux vraiment fonctionner sur le long terme. J'y suis pas encore, mais je sais que c'est un vrai conseil à donner à beaucoup, d'être à l'affût de nouveaux sujets, d'être toujours en quête d'inspiration, et c'est vraiment l'écriture qui fera que ton spectacle sera intéressant, sera bon quand tu en auras un. Bref, je crois que c'est tout niveau conseil. Je sais pas si j'en ai d'autres. Au pire, je te ferai un mémo. Pour les autres, je sais pas. Ça, c'est ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu en retiens et quels sont pour toi les moments les plus marquants de tous ces moments que tu as passés dans le stand-up. J'aimerais aussi que tu parles éventuellement de quelques moments gênants, mais vraiment moi ce qui m'intéresse c'est les gros moments marquants pour toi. Positif ou négatif? Bah les deux, vraiment, qu'est-ce que tu en retiens, qu'est-ce que tu en as tiré? Qu'est-ce que j'en tire ou j'en retiens du stand-up juste que j'ai l'impression que c'est là que j'ai ma place et c'est ce qui me rend heureux et pour le coup c'est ce qui me donne envie de travailler sans avoir l'impression de travailler, tu vois. Ça, pour le coup c'est ça que j'en retiens de tout ça. Pas les événements marquants. La première fois que je suis monté sur scène pour faire du stand-up en 2013, parce que c'est la première fois que je proposais un truc que j'avais écrit moi-même, tu vois, comme ça. Et l'autre gros événement, c'était de vraiment commencer à faire du stand-up au Barbès Comedy Club. C'est quand ça a ouvert que j'ai commencé à en faire vraiment, donc en 2019. Parce que c'est à ce moment-là que je me suis mis à vraiment à découvrir le milieu, ce que c'était, ce que ça impliquait, que j'ai pu du coup rencontrer des gens que j'admirais, tu vois, avant, que je voulais voir en vrai, c'était assez fou. Et puis c'est vraiment ce côté-là qui m'a donné l'impression de ah ouais, c'est un métier, ça peut en devenir un, et et voilà à quoi ça ressemble, quoi. Après il y a les grandes salles qui peuvent être marquantes, mais ça m'a même moins marqué, je pense, parce que j'ai eu l'occasion de faire des grandes salles avant pour entendre du théâtre d'impro. Non, le truc qui avait vraiment été marquant pour moi, c'était une fois j'étais au Barbès, j'avais fait un plateau avant qui s'était bien passé, sur des nouvelles blagues, j'avais pas forcément répété énormément, etc. Mais c'était bien passé quand même. Mais j'étais encore sûrement fébrile en mémorisation, en tout cas. Et comme c'était bien passé, après on avait bu un verre avec les copains et tout machin, et en fait juste après on s'est dit viens, on va au Barbès, peut-être que les open mics sont encore ouverts et qu'il y a encore de la place, etc. On y est allé, il y avait de la place et j'ai joué, et seulement comme j'avais bu, ma mémoire elle était encore plus tangente, quoi. Et je me suis retrouvé à lire en 3 minutes, à regarder 3 fois mes notes. Et j'ai détesté ça. Ah ouais. Et surtout que c'était vraiment l'inverse de tout ce que je présentais. Moi, je parle du principe que si je vais jouer, je dois être en bonne condition physique. Surtout si c'est des endroits à enjeu. Ouais, non, après j'en ai un qui est un peu drôle. Qui est pas si... Certains peuvent considérer comme horrible, moi j'ai trouvé très marrant, en vrai. C'est quand je me suis ouvert la tête avec un micro. Ouais. Attends, juste 2 secondes. Ouais. Mais sans faire exprès. J'imagine bien que c'était sans faire exprès encore. Tu sais, le gars, il décide de s'ouvrir la tête de façon volontaire sur une scène. Ok. Donc, tu t'es ouvert la tête avec un micro pendant une représentation. Ouais. Dis-nous en plus. Open mic du Barbès. En fait, à un moment, je faisais un sketch, et dans le sketch que je faisais... Ah, je vois très bien. Je faisais poum avec le micro et je tapais sur ma tête.
Mais c'était ok, quoi. Parce que je tapais pas fort, parce que ça faisait pas mal, mais parce que j'aimais bien le son poum poum, tu vois. Parce que tu veux faire des effets cool avec le son du micro. Je le fais encore maintenant, ça me frappait la tête quand je comprends loin. Mais ça crée des effets audio qui fonctionnent sur le public, tu vois, qui peuvent rajouter quelque chose à ton sketch. Sauf que là, je tapais avec le fond. Et ça a l'air qu'un jour, juste à la petite tranche du micro qu'il y a parfois, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas senti, j'ai frappé, j'ai continué mon sketch, sauf qu'en fait le public, je l'ai su après, ils ont vu un trait apparaître, rouge, ils ont commencé à voir que je saignais du front, mais au moment où je terminais en fait. Et quand je suis sorti, un gars qui m'a fait mec, il était déchiré d'ailleurs, il fait mec, t'as le front, tu saignes du front et tout. Je fais quoi et tout. Et tout le monde il fait mec, tu commences à saigner du front et tout. Et je regarde et en fait, ouais, je saignais du front. Ouais, c'est une bonne anecdote quand même. Hein. C'est marrant. Et ben, c'est improbable. C'est une anecdote qui clôture notre interview. Je sais pas. Et Avec des mouvements comme ça. Je me suis claqué le coude. Ça arrive souvent. Merci en tout cas d'avoir partagé tout ça avec moi, avec les gens, tout ça, voilà. Et puis le mot de la fin, peut-être. Je te laisse le mot de la fin. Ah, il y a un mot de la fin à faire? Ben j'en sais rien, frère. Je improvise. Tu vois, je suis drôle. Est-ce que t'as vu comme je suis drôle quand même? J'arrive à te faire rire de façon spontanée. Mais le ressort comique, c'est que tu dis frère à chaque fin de phrase. Ben je sais, j'aime beaucoup. Frère. Le mot de la fin donc? Ok. N'achetez pas d'animaux, adoptez-les, faites-les stériliser. Ça n'a aucun sens. Et aimez-vous les uns les autres. Et regardez les autres vidéos de Mariama sur la chaîne sur laquelle vous êtes actuellement, si vous regardez cette vidéo. Voilà. Ça n'a aucun sens. Au revoir. Il s'est cassé. Il est parti. Bon. Ben, sur ce, je vous laisse. Hein. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de l'art de vivre à la trentaine. Je vais essayer de le trouver avant qu'il se casse réellement. Salut!